Nous sommes en ligne avec un ambassadeur de la culture polynésienne et un aventurier surtout qui a régalé des millions de téléspectateurs avec ses exploits dans Koh Lanta. C'est le spécialiste du tressage de feuilles de bananier, ce qui doit faire mal aux doigts. Ça n'a jamais réussi à tresser sans me faire mal aux doigts. Et c'est le recordman du nombre de jours de survie, 103 jours. Bonjour Théoura. Hey, Yorana Philippe, bonjour tout le monde. Yaorana. On dit Yaorana. Oui. Yaorana. Qu'est-ce que ça veut dire votre prénom exactement? Alors le prénom Teheura, c'est la couronne rouge, littéralement. La couronne rouge, ça a un sens particulier? Oui, en fait, à l'époque des rois, on peut aussi l'appeler la couronne des rois, puisque à l'époque des rois, il n'y avait que les rois qui avaient le droit de porter la couleur rouge. Ah, d'accord. Alors, vous êtes originaire de l'île de Taha, qui est en Polynésie et qui est surnommée également l'île Vanille. Moi, c'est une de mes préférées, j'aime beaucoup cette île. Elle est moins connue, mais elle est délicieuse, elle est à l'abri du monde. Mm-hmm. Alors, quand vos amis de métropole veulent venir vous rendre visite, ça donne quoi comme voyage? Ça donne une expédition plutôt, Ouais. comme disait Nathalie. Il faut être patient. Après les 20 heures de vol, il faut encore passer 2 îles, parce que sur Taha, on n'a pas d'aéroport. Donc forcément, on atterrit sur une île à côté, qui est Arayatea, et puis on prend un petit bateau. Et là, on découvre Taha, l'île Vanille. Donc il faut aller d'abord jusqu'à Tahiti, reprendre un vol pour une île, et de cette deuxième île, prendre un bateau. Voilà. Ou alors, une deuxième option, encore plus, on va dire, locale, de prendre la goélette. La goélette qui fait les frettes de marchandises et quelques passagers. Mais là, ça dure une nuit de voyage jusqu'à Taha. Ah, mais c'est formidable, ça, pour le coup. Ah ouais? Vous l'avez déjà fait, ça? Et on passe de bons moments sur le bateau. Oui, parce que c'est tellement local, tellement typique, c'est vraiment extraordinaire. Et très préservé, justement, par certainement cet éloignement. Ouais. Et donc là, sur la goélette, c'est des habitants plus des marchandises, tout mélangé. Exactement. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que à l'époque de mon époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, on s'arrêtait sur l'île de Huaïne. Il était à peu près 3h ou 4h du matin et on était réveillés par l'odeur des steak frites, des grillades. Et donc forcément, on descendait prendre un petit plat de steak frites avant de remonter sur le bateau. À 3h du matin, un steak frites? Qu'est-ce qui mange des steak frites à 3h du matin? Tout le monde. Il faut bien se nourrir. Non, mais c'est surtout cette odeur qui nous attire, quoi. Oui, c'est l'odeur qui est typique. Oui, mais enfin, 3h. Excusez-moi, mais pourquoi 3h du matin un steak frites? Pourquoi 3h? Parce que le bateau arrive dans ces heures-là sur Huaïne. On n'avait pas le choix. Ok, c'est le casse-croûte d'arriver. Et alors, c'est une île qui est très préservée, Taha. Elle est 10 fois plus petite que Tahiti. Il y a combien d'habitants? Entre 5 et 6 000 habitants. Ouais. Et alors, cette île, ce que j'aime bien sur cette île, c'est qu'il n'y a pas de plage. Donc on se dit, mais mince, je suis venu en Polynésie, il n'y a pas de plage. Exactement. Mais il y a bien mieux que ça. Oui, exactement. Taha n'a pas de plage autour de l'île, mais on a les motus. Et sur les motus, il y a de la plage, il y a de quoi pique-niquer, il y a de quoi se nourrir, il y a de quoi tout faire, quoi, en fait, de passer un bon moment en famille ou entre amis. Alors il faut dire quand même que le motu, parce que tout le monde ne connaît pas le motu, c'est un petit îlot de sable qui est un petit peu au large, mais à 200-300 mètres de l'île principale, et les gens vont pique-niquer là-dessus. Exactement, en famille, entre amis, et dans mes souvenirs, on y passait presque toute la semaine pour fêter le Nouvel An, par exemple. Ah bon? Non, mais c'est-à-dire que vous partiez avec votre famille pendant une semaine sur le banc de sable? Oui, exactement, on allait camper directement, et puis on faisait des navettes pour venir ravitailler si nécessaire. Et donc on y passait beaucoup de temps, et puis même quand j'avais encore mes grands-parents qui y vivaient sur le motu, on y allait ou les week-ends ou pendant les vacances. Et là, on ramassait des coquillages pour confectionner des colliers de coquillages qu'on vendait au marché. Donc c'est un petit îlot minuscule, le motu. Comment on peut y rester, comment on peut y habiter longtemps? En fait, non, il y a des motus qui sont assez grands. Ah bon? Pour pouvoir accueillir beaucoup de monde. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des motus où on fait le tour en 2 minutes à pied, mais non, il y a des motus qui sont habités d'ailleurs aujourd'hui aussi. Ah ouais? Avec des habitations.
D'accord. Alors tout ça, il faut imaginer tout ça dans un décor paradisiaque. Hein. C'est eau turquoise, sable blanc, les montagnes vertes. Enfin, c'est vraiment absolument charmant et délicieux. Et le petit bruit des vagues qui déferlent sur le récif, juste derrière le moto. Ouais, c'est les vagues qui s'abattent au loin sur le récif corallien qui protège l'île, c'est ça? C'est ça, exactement. Oh là là, rien que d'en parler, j'ai envie d'y aller. Là. Oh là là, oui, mais il faut partir maintenant. Hein. Et les Polynésiens ont des bateaux pour aller d'une île à l'autre, d'un motu à l'autre. Comment ça se passe? Oui, beaucoup de Polynésiens ont des bateaux parce que forcément c'est plus pratique pour aller ou faire des courses, comme par exemple sur Taha, comme je disais, il n'y a pas d'aéroport, donc il n'y a pas de très grandes magasins, boutiques, des choses comme ça. Donc on prenait le bateau ou la navette pour aller sur l'île de Raiatea pour faire des grandes courses et aussi pour aller à la pêche. Sur le moto, enfin voilà. Donc quand on veut faire en gros ce qu'on appelle chez nous le supermarché, le jour du supermarché, il faut prendre un bateau pour aller faire les provisions. Pourquoi? Pour une semaine, pour 10 jours? On y va tous les combien? Ça dépend. Soit c'est pour le week-end s'il y a une grande fête qui se prépare, ou pour la semaine exactement. Et puis sinon, le mieux forcément c'est d'aller pêcher et puis avoir son parcelle de terre pour cultiver. C'est le meilleur supermarché. Et quand il y a eu le confinement, pardon, parce qu'on pense évidemment à chaque fois à ça, comment ils se ravitaillaient justement des îles? Il y avait comment ça se passait? Vous savez à peu près ou? Alors moi j'étais pas en Polynésie à ce moment-là, mais je sais que les îles en Polynésie étaient assez bien ravitaillées à ce moment-là encore. Ah oui. Donc oui. Et puis, on a la chance, nous, sur Taha, de ne pas avoir de couvre-feu, de ne pas avoir tout ce genre de choses. Mais surtout, on a la chance d'avoir du poisson et la terre pour... du poisson et des jardins absolument prolifiques. Exactement. Voilà. Comment est-ce qu'on vit sur une île où... Parce que vous dites qu'il y a 5-8 000 personnes. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on va forcément tout le temps croiser un peu les mêmes gens. S'il y a quelqu'un qu'on déteste sur l'île, on va tout le temps tomber dessus. Donc comment on fait pour vivre en harmonie sur des petites îles comme ça? Il faut tous s'aimer, il n'y a pas à dire. Ouais, mais c'est vrai que tout le monde ne s'aime pas, mais voilà, on fait comme on peut. Et puis surtout qu'on n'a pas de trottoir, donc c'est difficile de changer de trottoir comme on dit. Donc non. Après voilà les mauvaises choses sont un peu mises de côté, quoi. Et puis on vit au jour le jour. Ouais. C'est vraiment ça. Hein. Quand il y a bagarre, il y a bagarre. Et puis le lendemain, on se la biboche, c'est comme on dit. Oui. Et puis voilà. Non, c'est la vie des îles, c'est cool la vie. Et puis on verra ce qui se passe demain. Restez avec nous, Théoura. Dans un instant, on découvrira plus encore votre île de Taha et la Polynésie. À tout de suite sur Europe 11h midi, et si on partait? Philippe Googler. Et si on partait sur Europe 1 tous les jours, un grand voyage, aujourd'hui un immense voyage. Nous sommes en Polynésie et en ligne avec Théoura. J'arrive pas à prononcer votre nom correctement. Je ne sais pas pourquoi je bloque. Comment ça se dit exactement? Vous êtes l'aventurier culte de Koh Lanta. Hein? Alors c'est Tehei-Ura. Tehei-Ura. On roule les airs, me semble-t-il. Tehei-Ura. D'accord. Voilà. Alors, vous avez grandi donc sur l'île de Taha, qui a dû être un terrain de jeu quand vous étiez gamin absolument incroyable. Est-ce que c'est cette île qui a fait de vous l'aventurier que vous êtes? Qu'est-ce que vous y avez appris? Oui, certainement. J'ai vécu toute mon enfance jusqu'à mes 20 ans avant de partir en France. J'ai appris à monter au cocotier, à ouvrir une noix de coco, à pêcher. Enfin, j'ai appris énormément de choses. Faut savoir qu'en Polynésie, les enfants ont beaucoup de chance d'avoir assez de liberté, d'aller jouer dans les champs, d'aller à la mer. Et puis on apprend en regardant ce que nous on appelle les anciens, les rouhou, tout ça. Et voilà, moi j'ai eu toute cette chance et je pense que c'est ça en fait qui a fait que j'ai cette expérience aujourd'hui. Vous étiez un casse-cou?
J'étais assez casse-cou. Vous étiez un vilain à l'époque, garnement? jusqu'à me casser un bras, donc Ah bon? pour dire. Vous étiez un casse-bras. Ouais. Est-ce qu'il y a des gestes, Pardon. est-ce qu'il y a des gestes que vous avez appris à Taha qui vous ont été vraiment très très utiles? Déjà, pour ouvrir une noix de coco, sur Koh Lanta par exemple, le premier jour où je mets le pied sur le sable, j'ai ouvert une noix de coco très rapidement parce que j'avais déjà faim. Oui, alors que les autres pataugeaient. Et comment, C'est ça. mais comment vous l'ouvrez? Avec rien? Oui, avec ce que j'avais sous la main, j'avais un bout de bois et voilà, j'ai planté ma noix de coco dessus pour décortiquer la bourre de coco et puis avec un caillou, je l'ai ouvert en deux. Ah oui, et tout de suite ça aide quand on a faim. C'est ce qu'on va faire à midi, hein, Quand Philippe. on a- Ouais, Alors, on a tous une vision paradisiaque de la Polynésie quand on en parle depuis la métropole et puis quand on la visite mais qu'on habite en métropole. Mais est-ce que c'est vraiment cette douceur qu'on perçoit quand on arrive là-bas et qu'on vient de l'extérieur? Oui, 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 bien sûr. Et puis, c'est vrai que quand on arrive dans la capitale, on a encore cette circulation de voitures, mais quand on fait le tour de Tahiti et qu'on arrive du côté de Tahiti, tout ce qui est presqu'île, là, on retrouve vraiment le côté nature de l'île, ou alors c'est quand on part dans les îles, comme à Taha, ou Marquise, ou Tuamotu et tout ça. Et on retrouve vraiment ce côté, ce qu'on peut dire paradisiaque, où on voit de très loin les cocotiers, les sables blancs, et donc c'est juste magique. Et comme à Taha, par exemple, quand on arrive, on n'a pas cette pollution de voitures qu'on peut avoir dans les grandes villes. Et là, on retrouve cette douceur de bien vivre. Et il y a une douceur même dans la façon de s'exprimer. Quand on vous écoute, là, tout de suite, on prend le rythme. Hein, tout de suite, ça se ralentit. Et puis c'est immense. Hein, la Polynésie, c'est grand comme l'Europe. C'est une succession d'archipels absolument gigantesques. Et toutes les îles sont très différentes. C'est vraiment... il faut une vie pour découvrir toute la Polynésie. Alors, on n'a pas parlé encore de la gastronomie, parce que vous, c'est très important pour vous, la gastronomie. Je rappelle que vous êtes aussi chef cuisinier près de Béziers. Vous avez un food truck qui s'appelle le Manatoa, qui signifie l'esprit du guerrier. Qu'est-ce qu'on mange de bon à Taha? La saveur de votre enfance. Forcément, il y a à Taha, même toute la Polynésie, ce qu'on appelle le ahima, qui est le repas traditionnel. Ce n'est pas juste un plat, mais c'est le repas en fait qui est traditionnel. C'est-à-dire que on fait cuire tout le repas dans un four traditionnel qui est un four à l'étouffée. Donc on fait chauffer des pierres volcaniques pendant des heures. Et puis une fois les pierres bien chaudes, on tasse tout ça et on met un peu ce qu'on a envie de manger ou ce qu'on a. Mais les pierres, elles sont sur le sol, elles sont dans le sol, elles sont où les pierres? Dans le sol. Donc on creuse, on fait chauffer les pierres volcaniques dans ce trou, on aplatit tout bien et puis on vient poser les aliments selon la puissance de la chaleur du four, le poisson, le taro, le manioc, la banane, le poé. On met un peu tout ce qu'on aime et tout ce qu'on a sur ces pierres chaudes et on recouvre tout de feuillage pour étouffer le tout et puis on laisse faire la nature pendant 2-3 heures de cuisson minimum. 3 heures. Et on le recouvre, on referme, on remet de la terre dessus, on met ça totalement sous terre? Oui, totalement hermétique. Faut qu'il y ait plus de fumée qui en échappe et donc bien étouffé avec des feuillages, de la terre et tout ça. Et puis au bout de 3-4 heures. Ouais. C'est hyper sain comme cuisine du coup. Voilà, et on prépare la table pour toute la famille. Ouais. Merci beaucoup, Théodora. Vous nous faites rêver parce qu'on a tous envie de partir maintenant. Et malheureusement, le seul inconvénient, c'est que c'est pas très pratique pour y aller. Et il faut vraiment. C'est vraiment une expédition à caser une fois dans sa vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a les pieds en Polynésie, on oublie tout le reste avant. Oui, puis comme vous le disiez très justement, il faut préserver l'éloignement. Je trouve que c'est joli comme phrase. Oui, aussi.
Très bien. Ça fait partie du mythe du voyage, d'aller loin, loin, loin. Absolument. Et alors, il y a quand même une petite question que j'aimerais vous poser. C'est les huîtres de Polynésie, vous savez, parce que les huîtres perlières, c'est là-bas. Oui. Est-ce que c'est des huîtres qui se mangent aussi, ou c'est des huîtres que pour les perles? Comment on fait faire une perle à une huître? Alors, pour la perle, c'est en fait ce qu'on appelle un processus de greffage où on vient greffer une nucléus à l'intérieur. C'est une petite perle de nacre, voilà, si je ne me trompe pas. Et puis, voilà, on cultive, on laisse ça mûrir et au bout de quelques mois, il y a la perle qui est formée à l'intérieur. Ah, mais il faut ensemencer voilà. l'huître avec une première petite perle. Oui, voilà, ce qu'ils appellent nucléus. Et donc, autour de cette perle de nacre, il va se former ce qu'on voit, voilà, ce qu'on appelle la perle. Didier? Oui, les perles, les premières perles donc on insère, qu'on greffe dans l'huître, en fait, souvent elles sont faites à partir de moules. C'est quelque chose d'assez incroyable. Oui. Parce que c'est là que ça le prend, c'est avec ce matériau que ça prend le mieux, en fait. À partir de quoi? De coque de moule? De coque de moule, exactement. Ah bon? Oui, tout à fait. C'est pas des perles en plastique, mais c'est souvent fait à partir de coque de moule. Ah ouais, tiens. Mais alors, l'huître qui a fait la perle, est-ce qu'elle se mange? Oui, une partie de l'huître se mange aussi. Ah bon, d'accord. Ce qu'on appelle le kurori. Mais c'est gros, non? C'est très gros. Oui, je crois que c'est 30 cm de diamètre. Parfois, c'est vraiment énorme. Ah oui. Bon, très bien. On pourrait parler C'est énormément de travail pour avoir une jolie perle. On pourrait parler de la Polynésie pendant des heures avec vous, Teuera. J'y arrive pas bien, en vrai. Ce sera avec grand plaisir. Je rappelle que vous avez sorti un livre qui s'appelle Aventurier dans l'âme aux éditions Au Vent des Îles et qu'on peut vous retrouver donc sur les routes du Languedoc avec votre food truck. Vous avez donné envie d'aller y manger. Exactement. Qui s'appelle le Manatoa. Merci. Exactement, et vous serez les bienvenus. Eh bien, merci beaucoup. Merci. C'était super de voyager avec vous. Dans un tout petit instant,